William T. Effectivement, on voit que le parti a plus d'adhérents que la dernière fois, c'est-à-dire que le parti est en dynamique. Pourquoi est-ce qu'il est en dynamique? C'est parce que la participation de LR au gouvernement, avec notamment Michel Barnier comme Premier ministre, puis ensuite après Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur, a créé un engouement autour des Républicains. Lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion portées sur les Républicains, on voit qu'il y a une hausse dans les enquêtes d'opinion, on voit également une hausse dans les intentions de vote et on voit également une hausse dans les résultats électoraux. Ils ont repris la fameuse circonscription de Boulogne-Billancourt qu'ils ont reprise à Stéphane Séjourné, donc à Renaissance. Ils ont gagné face à Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, donc ils enregistrent des victoires électorales. Donc comme vous gagnez, comme vous êtes plus visible et que vous servez à quelque chose, forcément des gens reviennent. Ensuite, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est que vous avez deux personnalités qui sont les personnalités les plus fortes du parti. Donc ce sont les probables candidats à l'élection présidentielle. Et cette élection fait figure de primaire. Celui qui gagnera le parti sera probablement candidat à la prochaine élection présidentielle, ce qui ajoute de l'intérêt au vote. C'est-à-dire que les gens qui vont voter au moyen de 15 euros ou 30 euros ou 40 euros disposent d'un droit de vote qui est quand même crucial, c'est de choisir son candidat à l'élection présidentielle. Donc ce qui fait que beaucoup de gens viennent adhérer. Donc ce que vous nous dites, c'est ce qui se joue aux Républicains. Non, en fait, à partir du moment où... En fait, ce qui se passait, c'est qu'au début, ils s'étaient répartis les rôles. Retailleau devait être au gouvernement et Wauquiez devait récupérer la présidence du parti. Au moment où Bruno Retailleau a décidé d'entrer en campagne et donc de prendre la conquête du parti, l'option de Laurent Wauquiez était simple. Si Bruno Retailleau était à la fois ministre de l'Intérieur populaire plus président des Républicains, on ne voit pas qui aurait pu l'empêcher d'être candidat à l'Élysée en 2027. Et à ce moment-là, en fait, vous avez une primaire qui se joue parce que ce sont les deux personnalités les plus en vue, ce sont les deux personnalités qui sont les plus populaires, surtout qui correspondent au mieux au barycentre électoral, parce qu'en fait, on insiste dessus, mais en fait, la différence idéologique entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau est faible. On a parlé de différents affrontements, mais au moins, il y avait un affrontement de ligne politique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément sur la même vision. Là, aujourd'hui, vous avez quand même une différence qui est mineure, c'est plutôt une différence de tactique et une différence de stratégie. Est-ce qu'il faut aller récupérer les électeurs de Macron en vue de 2027 en se disant que Emmanuel Macron ne peut pas être candidat, donc ses électeurs seront orphelins, ou est-ce qu'il faut récupérer ceux de Marine Le Pen parce qu'elle pourrait ne pas être candidate, c'est la stratégie de Wauquiez, pour aller récupérer ses électeurs en vue de 27. Lorsque Laurent Wauquiez dit moi je veux pas un duel présidentiel, c'est un petit bébé, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Comment on l'explique cette différence, ce gap? Parce que c'est pas le même corps, en fait, c'est pas les mêmes gens qui votent. C'est comme quand vous faites des sondages auprès des Français et auprès de différents sympathisants de différents partis politiques, c'est pas la même sociologie. Pour reprendre une chose simple, par exemple, vous n'avez pas la même sociologie qui compose les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon des sympathisants du Rassemblement national. Là, de la même manière, lorsque vous interrogez des sympathisants républicains, ils sont souvent plus centristes et donc plus modérés, plus âgés et plus CSP+, donc plus modérés, donc plus compatibles avec Emmanuel Macron, que les adhérents qui sont considérés comme plus à droite, plus ruraux et éventuellement plus proches des thèses de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, en tout cas pour simplifier. Et donc, en fait, lorsque vous faites un sondage porté sur les sympathisants, en fait, votre échantillon est biaisé, ce qui fait qu'à chaque fois, les sondages se trompent. Les seuls sondages qui sont réussis, c'était lors des primaires, parce que le corps électoral était large et que c'était ouvert à tout le monde. En fait, lorsque vous prenez le sondage qui était similaire, vous parliez notamment du sondage entre Jean-François Copé et François Fillon. Il y avait 80-20 pour François Fillon. Le résultat final, c'était 50,03 en faveur de Jean-François Copé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui est très fort entre ceux qui sont sympathisants et ceux qui sont adhérents. Les seuls sondages en fait, auxquels on dispose qui sont portés sur les adhérents, c'est ceux qui ont été faits lors de la primaire de 2021, parce qu'en fait, le parti avait donné accès au fichier électoral. Et comme les sondeurs n'ont pas accès au fichier électoral, ils ne peuvent pas faire ce qu'on appelle un échantillon représentatif pour voir à peu près qu'est-ce que penseraient exactement les adhérents. En fait, la seule chose auquel on dispose, c'est une enquête du Figaro, auquel on voit à peu près les nombres d'adhérents par carte. Et en fait, il y a ça, plus le nombre d'évolutions en fonction des départements, ce qui permet d'avoir une dynamique. Avec un truc qui est très clair, si Bruno Retailleau est considéré comme favori, il y a une petite dynamique pour Wauquiez qui est symbolisée par une chose simple. Avant l'ouverture des adhésions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est supposée très favorable à Laurent Wauquiez, pesait 8% du corps électoral. Maintenant, ils en pèsent entre 16 et 18. Donc, ce qui fait dire éventuellement que le boom d'adhésion serait plus favorable à des gens qui sont favorables à Wauquiez, qui seraient favorables à Retailleau, ce qui pourrait resserrer l'écart entre les deux et ce qui donnerait une nouvelle élection serrée, comme en 2012 entre Copé et Fillon. En réalité, si on essaie de décrypter et de parler plus simplement, le match est loin d'être. C'est dit, j'ai quelque chose à jouer ici. Moi, en fait, quand vous regardez les différents types d'élections, vous êtes obligé pour Laurent Wauquiez, en fait, de cliver pour pouvoir faire exister et d'avoir une raison pour laquelle les militants votent pour vous. En fait, lorsque vous interrogez les militants qui veulent voter pour Retailleau, ils se disent il réussit au ministère de l'Intérieur, si on le pousse, on aura un Sarko 2 ou un Fillon 2, et en fait, on va le propulser à la présidentielle. Donc, c'est à peu près ça la raison de vote, c'est que Retailleau, c'est la droite qui gagne. Laurent Wauquiez, c'est quoi ces totems pour incarner une droite? La première, c'est de dire j'incarne une droite qui est différente de François Bayrou et qui n'est pas soluble dans le macronisme. La deuxième, c'est de dire qu'il est différent de Bruno Retailleau. Mais en fait, sur le fond, il ne peut pas s'opposer à Bruno Retailleau. Donc en fait, il doit s'opposer sur le style et sur la méthode. Et donc, vous proposez une méthode comme ça pour exister parce que ça vous permet de cliver le débat. Avec un truc qui est simple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les militants étant plus à droite que le reste du corps de la société, notamment du corps des électeurs, et ben en fait, il y a plus de chances qu'eux trouvent que l'idée de Laurent Wauquiez soit géniale, tandis que des gens qui sont plus centristes diront que c'est catastrophique, c'est des débiles, etc. Mais en fait, à la fin,
le militant qui vote, on lui a dit à chaque fois que l'idée était débile, mais qu'au final, il était quand même pour. Je prends plusieurs exemples. Le mur de Trump. Tout le monde a dit que c'était complètement débile, mais il a gagné l'élection présidentielle avec. Vous parlez de Ciotti, le Guantanamo à la française. Je me rappelle les commentaires, tout le monde disait que c'était complètement fou et dingue. Ça l'a propulsé au second tour des primaires. Et puis ça l'a fait devenir président des Républicains un an après. Donc c'est probable que le corps électoral étant complètement différent du corps de la société, trouve que l'idée de Laurent Wauquiez soit complètement géniale, alors que l'ensemble des historiens trouvent ça complètement débile. Voilà pour... Alors, comment ils se différencient ces deux? Alors il y a deux stratégies. Ce que mène Édouard Philippe, il fait la même stratégie que Georges Pompidou avec le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il ne se distingue pas sur le fond d'Emmanuel Macron, mais en fait, il y avait une telle haine personnelle entre les deux qu'en fait, les Français ont compris qu'Édouard Philippe était un peu différent de Macron, et c'est Macron qui l'a aidé, en fait, en le méprisant, en faisant se fuiter dans la presse qu'il ne l'aimait pas. En fait, ça a aidé Édouard Philippe à le faire passer, non pas dans les opposants, mais en tout cas dans les différenciants d'Emmanuel Macron. J'aurais pu citer également la haine entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui le mettait de facto en rupture. Donc ça l'a aidé. Et on a vu notamment que lors du moment après Covid, lorsque Édouard Philippe sort sans explication apparente sur pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron le vire de Matignon. En fait, il a eu un boom dans les sondages, d'une part pour sa gestion Covid, mais en plus, surtout, parce que comme il incarnait une forme d'opposition à Emmanuel Macron, les Français étant majoritairement contre la politique du président de la République, ça l'a propulsé très haut dans les sondages. Pour Gabriel Attal, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, il doit tout à Emmanuel Macron, à la différence d'Édouard Philippe. Édouard Philippe existait avant Emmanuel Macron, donc il doit tout à Emmanuel Macron. Et surtout, d'un point de vue physique et d'un point de vue programme, il n'y a pas de distinction de fond parce que c'est un bébé du macronisme. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, alors qu'il doit tout à Emmanuel Macron, de se mettre en rupture avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe peut dire quelque chose de simple. Emmanuel Macron n'a pas fait les réformes nécessaires d'un point de vue économique, baisse du régime de l'État, retraite à 67 ans, etc. Donc, il va dire, je suis en rupture avec le président de la République. Mais Gabriel Attal, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne peut pas faire de rupture à droite parce que l'espace est déjà pris par Édouard Philippe. Donc, il lui reste que la rupture à gauche. Seulement, la rupture entre le peuple de gauche et Emmanuel Macron est tellement forte qu'on voit mal pourquoi est-ce que Gabriel Attal aurait un espace. Et ça se retranscrit du coup dans les sondages. On voit bien que lorsque vous interrogez les Français sur qui est le meilleur successeur Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe qui caracole en tête, notamment du fait que Gabriel Attal n'a pas de stratégie claire et lisible sur est-ce qu'il faut continuer sur les pas du président de la République ou est-ce qu'il se met en rupture avec le président de la République. Lou Fritel. Alors Gabriel Attal déjà... Étiqué. Aussi, il le dit même clairement. Disons que... J'ai pas entendu le dire, William T, mais si vous avez cette information, on la Non, prend. ce qu'il dit en privé auprès de ses proches, c'est qu'il y pense et que notamment il a pris Matignon pour ça, en fait. Ça veut dire qu'il était un peu en retrait par rapport à Attal, par rapport à Philippe. Il avait besoin d'un rôle institutionnel et d'une existence sur comment il peut justifier une candidature en 27. Et en fait, ce qu'il disait, c'est à peu près quelque chose de simple. Il y avait 2-3 arguments qui étaient intéressants. Le premier, c'est qu'il disait qu'en fait, Emmanuel Macron le soutiendrait parce qu'il déteste les autres, à sa différence de lui. Autre avantage, c'est que lui étant âgé, en fait, ça permettrait éventuellement au président de la République de revenir 5 ans après, ce qui pourrait lui accorder un soutien. Et autre point, c'est qu'en fait, il est au barycentre des différentes haines entre Attal et Philippe et qui s'était mis pile au milieu pour en fait réunir toute la famille du bloc central sortant. Et donc, c'était le plus petit dénominateur commun, comme en fait à Matignon, pour pouvoir en fait justifier une candidature à la présidentielle. 10 secondes.